Donc nous allons étudier comment détecter un range dans ce premier module de cette formation, car avant d'intervenir sur un range, de la même manière qu'avant d'intervenir sur un marché en tendance, il faut être sûr que l'on soit bien dans le bon marché. Donc on va voir rapidement après une introduction les trois différents types de marchés que l'on rencontre au quotidien, et ce quel que soit le temps, le timing, l'unité de temps d'intervention, le marché bien sûr, et le type de titre. Nous verrons également les différents indicateurs qui nous permettent de nous y retrouver. Et enfin, nous conclurons par le fait de regarder plusieurs unités de temps pour se repérer dans cet ensemble de fractales qui est justement le cours boursier. Alors tout d'abord une petite introduction. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes de trading qui fonctionnent sur des marchés en tendance. Le problème, c'est que 90% du temps, le marché, justement, lui, est en range, c'est-à-dire qu'il ne fait pas grand-chose. On peut regarder très rapidement, si vous voulez, sur un graphique. Donc ici, sur la UDJPY, on voit effectivement des mouvements qui sont assez impulsifs, et puis la plupart du temps, le prix reste en range. Donc le range, c'est quoi? C'est tout simplement quand ça stagne. Ici, c'est le cas, ici, c'est le cas, ici, c'est le cas. Donc effectivement, sur cet ensemble-là, on a un mouvement qui est relativement haussier, mais il y a quand même pas mal de moments où on est en train de rien faire. Là, typiquement, on ne fait rien, petite impulsion, on ne fait rien, petite impulsion, on ne fait pas grand chose, impulsion, c'est très volatile, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ici, hop, voilà, on peut dire que sur cette courbe-là, cet espace-là, on était pratiquement tout le temps en range, avec des sautes de niveau quantique, si je puis dire, alors qu'ici, on avait un beau marché en mouvement, en trend, en momentum, et donc avec ponctué de quelques pauses. Mais si on regarde de manière relativement je dirais global, si on s'amuse aussi à changer l'unité de temps, là on est sur une heure, si on passe sur une journée ou 2 jours, eh bien on retrouve exactement le même principe. Donc ici, hop, on a des mouvements relativement en range, une belle hausse, des mouvements en range, alors une petite hausse quand même. Ici on a du range, ici on a du range, peut-être plus ici, c'est peut-être plus visible. Ça c'est plutôt de la stagnation, et là c'est vraiment du range. Donc finalement on reste quand même dans ce rectangle, il ne se passe pas grand chose, et c'est uniquement lorsque on a de beaux mouvements de momentum comme ça qu'on peut intervenir avec des marchés en tendance, donc c'est-à-dire vraiment pas tout le temps. Donc si 90% du temps le marché est en range, ça veut dire que le reste du temps on peut trader, mais pendant ces 90% du temps, si on n'a pas de stratégie pour trader, on se retrouve finalement à rien faire, ou alors à regarder ailleurs, et du coup on rate une belle hausse sur le marché initial qu'on avait repéré. C'est pour ça que moi je préfère vraiment rester sur un seul marché, le suivre, vraiment le connaître à fond, le connaître, à la limite je ferme les yeux, je sais exactement où il se trouve, parce que je le connais par cœur, et d'avoir une stratégie qui me permet d'intervenir également en range, même si c'est un petit peu plus chaud à réaliser, mais ça permet effectivement de rester quand même concentré sur le titre et de s'entretenir, plutôt que de passer du coq à l'âne et finalement de rater pas mal d'opportunités. Alors la plupart des techniques justement reposent sur les marchés en tendance, ce que je disais juste avant, et donc est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument éviter les ranges? Eh bien on va voir que non, justement c'est un peu tout l'objet de cette formation. Alors voyons maintenant à présent les trois types différents de marchés. C'est vraiment pas compliqué, il y a que trois possibilités à chaque instant. Soit le marché est en hausse, soit il est baissier, soit il est en range. Ça peut être que ces trois cas de figure, et on va regarder ça tout de suite sur un graphique. À tout moment, si je prends une petite flèche, n'importe quel point que je prenne dans cette évolution du prix, le marché ne peut faire que ça. Soit il monte, soit il stagne, soit il descend. Et ça, à tout moment. Ici, c'est pareil. Soit il monte, soit il stagne, soit il descend, etc. pour tous les points, tous les cas de figure. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsque le marché est en tendance, c'est le cas ici, eh bien en fait, on n'a pas une évolution en ligne droite. Et c'est pareil si on change l'unité de temps, si on se rapproche plutôt des choses un petit peu plus mouvantes, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de ligne droite. L'évolution de manière globale se passe sur cet axe-là, c'est clair que de manière indéniable, si on s'amuse à anti-zoomer, c'est-à-dire à prendre du recul, on voit effectivement quelque chose qui monte comme ça. C'est un gros trait avec un gros marqueur qui serait plutôt de ce style-là. Voilà, j'ai un très gros marqueur. Et plus je prends du recul, plus effectivement ça me paraît être un trait. Par contre, plus je zoome, plus je constate finalement que cette évolution est une ondulation
comme le ferait un serpent dans un canal. Et à ce sujet-là, je vous remets la petite séquence vidéo qui illustre un petit peu ça de manière plus pertinente. Alors ce qui est important de voir, c'est que finalement, un peu comme le swing trading pourrait faire penser à un serpent, le prix évolue de la même manière dans une espèce de mouvement, voilà, on va dire à peu près comme ça, encadré par un plus haut plan plus bas. On a en fait un serpent, voilà, qui évolue doucement, en oscillant, mais toujours dans la même direction. Et donc la difficulté, ça va être de savoir si une oscillation se fait toujours dans l'ancien tunnel ou si on n'est pas dans un nouveau tunnel. Si on reprend l'exemple qu'on avait jusque-là, on a effectivement le tunnel, le serpent évolue dedans, mais à un moment donné, il sort de ce tunnel. On peut dire aussi qu'il sort là, donc il ne faut pas se faire avoir. Et à un moment donné, il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte d'être sûr que effectivement, on est bien en train de sortir d'un tunnel et que donc, comme je le disais tout à l'heure, qu'à chaque fois qu'on sort d'un tunnel, il y a trois possibilités. Soit le marché va repartir à la hausse, soit il va aller directement à la baisse, ou alors il va partir en range. Là ici, la réponse est claire, toujours a posteriori bien sûr. C'est qu'on a effectivement un range qui s'est dessiné, et puis à un moment donné, ce serpent qui évolue toujours dans ce range, et bien à nouveau, on a, est-ce que je pars en haut, est-ce que je continue tout droit, ou est-ce que je redescends? Il s'avère que là, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Quoi qu'il en soit, on est quand même a priori sur quelque chose qui serait plutôt comme ça. Donc un tunnel montant. Alors comment faire pour s'y retrouver? Est-ce qu'on va voir tout de suite? Les indicateurs. Déjà, pour détecter si on a une tendance ou pas, il y a le bon vieux système des moyennes mobiles. Si je reprends l'exemple qu'on avait jusqu'à présent, et que je rajoute les moyennes mobiles 20 périodes, 50 périodes, en gros ce sont des moyennes mobiles lentes et rapides, eh bien on se rend compte que lorsque les moyennes mobiles sont positionnées l'une par rapport à l'autre, par exemple ici la moyenne mobile rapide 20 est inférieure à la moyenne mobile 50 qui elle-même est descendante, on est à peu près sûr qu'on est dans une tendance baissière. Lorsqu'on commence à avoir du yaourt, c'est-à-dire qu'en gros la délimitation n'est pas très claire, on se retrouve avec des moyennes qui s'entrecroisent ou qui sont plus ou moins plates, ce qui est le cas ici. On peut être à peu près sûr que voilà, en cas de yaourt, on est en mode indécision et donc on est plus ou moins en range potentiel. Il faudra le reconfirmer avec d'autres indicateurs. Et puis, comme c'est le cas ici, lorsque la moyenne mobile 20 périodes, donc la rapide, est au-dessus de moyenne mobile 50 périodes et que tout ce petit monde est haussier, avec le prix en plus au-dessus, on est à peu près sûr qu'on est dans une tendance haussière. On retrouve ça à peu près partout, là, baissier, ici yaourt, donc range, pareil ici yaourt, ici moyenne mobile haussière, tout est orienté à la hausse, on a effectivement une pause qui apparaît là, même si les moyennes mobiles ne le montrent pas, c'est pour ça qu'il faut vraiment confirmer ça avec les indicateurs techniques supplémentaires, mais ça donne quand même une bonne indication de la tendance ou s'il n'y a pas de tendance. Donc l'autre point qui est connu bien sûr, c'est les fameuses droites de tendance. Donc, pas mal de gens utilisent ça, moi c'est tout simplement ce que j'ai représenté d'une manière un petit peu rapide avec le rectangle, mais on peut aussi le représenter avec une droite de ce style-là, c'est qu'à partir du moment où on est dans un mouvement trend haussier qui a été détecté entre autres avec les moyennes mobiles, eh bien on peut tracer une espèce de guide, qui n'est pas forcément super bien tracé, mais sur lequel en fait les points ont tendance à rebondir dessus, un petit peu mieux. Et à partir du moment où il y a une cassure de cette ligne de tendance, eh bien on peut considérer qu'on est en train de changer de paradigme. Bon, que ce soit une droite de tendance ou un tunnel, comme je représente là, c'est exactement la même chose. Parce que là, j'aurais tracé finalement la droite de tendance comme ça, et donc à la sortie du tunnel, c'est-à-dire à la cassure de la droite de tendance, eh bien je sais que je suis en train de changer de paradigme, et qu'a priori, mon tunnel qui était haussier est en train de s'invalider. On a également le couple RSI stochastique, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez assez performant. J'ai décrit dans plusieurs de mes formations, donc je vais le refaire ici. Ce qu'il faut voir, c'est que de la même manière qu'il y a des oscillations autour d'un axe pivot, on a des oscillations du prix, on a des oscillations également du RSI, du stochastique autour de leur zone de neutralité respective. Et donc, quand on est en tendance haussière, donc est-ce que j'ai une belle tendance haussière qui apparaît ici, là, elle est très claire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le RSI, finalement, il oscille, mais pas au-dessus de autour de sa zone de neutralité, il oscille autour de ce niveau-là à peu près. Alors, j'ai plutôt utilisé ce trait-là, il oscille à peu près là.
durant la phase de hausse, hop, à peu près là, cette phase-là, on constate que le RSI évolue autour d'un axe qui est lui-même au-dessus de la zone de neutralité, ce qui tente à prouver finalement que l'oscillation caractéristique que l'on retrouve dans la fameuse boîte à serpents est bien en mode haussière dans la mesure où c'est au-dessus des 50, au-dessus de la zone des neutralités. C'est un petit peu comme si en équivalence on faisait ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau du stochastique? Alors, le stochastique, c'est toujours un petit peu plus agressif, hein. C'est un peu un mode bourrin, c'est qu'à partir du moment où la tendance est à la hausse, c'est un peu comme un niveau, hein, à bulle. Je vais remettre la vidéo là-dessus pour que vous compreniez bien l'analogie. C'est que quand il est au taquet, en fait, on est vraiment en tendance, en phase haussière au sein même d'une tendance haussière. Et lorsqu'il est au taquet, mais de l'autre côté, ça ne veut pas dire forcément qu'on est en train d'avoir une tendance baissière, mais juste qu'on a un mouvement qui va dans l'autre sens. Donc ça peut être ponctuel. Le stochastique, finalement, quand le mouvement est haussier et qu'il a tendance à le rester, il va avoir tendance déjà à rester au-dessus de sa zone de neutralité des 50 et à rester un petit peu au taquet de sa zone haute pour un mouvement haussier et au taquet de sa zone basse pour un mouvement baissier. Et ce, quelle que soit l'intensité de ce mouvement. Là, on voit clairement que c'est vraiment faible. Pourtant, le stochastique indique vraiment que le mouvement court, le momentum, s'il existe, est baissier. Il indique le point d'inversion qui se trouve là, et qu'on repart sur une zone momentum un peu plus à la hausse, même si on voit que cette zone-là est beaucoup plus nerveuse que celle-ci. Le stochastique, lui, se contrefiche de la nervosité. Il ne fait que montrer finalement qu'il y a un mouvement en cours dans un sens ou dans un autre. Et au final, quand on regarde, on voit très peu de mouvements, très peu d'endroits où le stochastique reste autour de la zone de neutralité des 50. Et ça, moi je trouve que ça me fait penser à quelque chose dont on a parlé au tout début de cette vidéo, c'est cet outil-là. Cet outil-là fait exactement la même chose. Quelle que soit en fait la pente que vous essayez de mesurer, qu'elle soit comme ça, peu importe finalement l'évolution de l'angle, la bulle est toujours au même endroit. En revanche, lorsqu'il y a une inversion de tendance, la bulle fait une brève incursion avant de repartir dans l'autre sens. Elle a extrêmement de mal à rester finalement sur la zone de stabilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise, nous, en bricolage ou autre, c'est pour garantir finalement que la stabilité est bonne, puisque la bulle, si elle reste entre les deux traits, indique qu'on a un niveau qui est vraiment stable. En revanche, si on a tendance à aller dans un sens ou dans l'autre, on n'a pas l'information de l'intensité de ce mouvement, si je puis dire, de cette pente. On ne sait pas si l'angle de la pente. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la pente est dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que quand on a une oscillation du stochastique qui se trouve elle-même autour d'un axe qui est au-dessus du niveau médian, ce qui est quand même le cas ici, sur cette zone-là, on a exactement que comme pour le RSI, et bien quelque chose qui tente à prouver que l'oscillation se fait de manière moyenne, quand même au-dessus de la zone de neutralité plutôt qu'en dessous, eh bien, ces deux indicateurs avec cette configuration-là confirment ce qu'on a pu voir avec les moyennes mobiles auparavant, et puis bien sûr le tunnel à serpent qu'on a dessiné. En cas de range, en fait, le comportement est légèrement différent, et suffisamment différent pour qu'on puisse justement s'y retrouver. C'est que le RSI oscille autour de sa zone de neutralité de la même manière que le prix oscille autour de sa zone de neutralité et que le stochastique oscille autour de sa zone de neutralité. Les trois sont en phase. Les moyennes mobiles effectivement nous confirment durant cette phase ici, que nous sommes finalement en train de faire ce que moi j'appelle du yaourt. Et donc ici, on se retrouve effectivement avec des oscillations de part et d'autre de la zone de neutralité pour le RSI. La même chose pour le stochastique. Et c'est complètement différent lorsqu'on a une phase en tendance. Je cherche une phase en tendance qui soit suffisamment parlante. Voilà, ici. On a une belle tendance là. On retrouve cette tendance avec un RSI qui n'oscille plus autour de la zone de neutralité mais au-dessus. Le stochastique, lui, a tendance à faire la même chose, sauf que, bon, bien sûr, comme il est un petit peu plus abrupt, il va pouvoir faire des incursions sous sa zone de neutralité. Donc, ce qui est important de voir, c'est que quand les deux sont en phase, c'est-à-dire le RSI et le stochastique oscillent de part et d'autre de la zone de neutralité, on est à peu près sûr d'être en range. Lorsque le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité, même s'il fait quelques incursions
en dessous et que le stochastique a l'air de l'accompagner, là encore, même s'il fait des incursions en dessous, on est à peu près sûr d'avoir une tendance haussière, et bien sûr, l'inverse lorsqu'on est en tendance baissière. Hop, c'est le cas ici. On a effectivement une petite zone relativement à la baisse, quelque chose comme ça, un tunnel, un serpent comme ça. On se retrouve avec un RSI qui, durant cette phase-là, eh bien, se retrouve lui aussi en dessous de la zone de neutralité, et le RSI, le stochastique, a l'air de faire à peu près la même chose. Alors vous allez me dire en quoi c'est intéressant de savoir ça. Eh bien, si on regarde ici, a posteriori, c'est clair, il n'y a pas trop de difficultés, on voit ici que ça baisse et là ça monte. Comment ça se passe en temps réel? Imaginons qu'on soit en temps réel. Le serpent oscille dans son tunnel, le stochastique est relativement clair, le RSI également, et puis à un moment donné, le prix sort de ce tunnel. Donc, comme je le dis à chaque fois, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut soit monter, stagner ou descendre. À ce niveau-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on va regarder toutes ces informations-là. Pour l'instant, on ne sait rien, on voit qu'il y a une incursion en dehors, une excursion du coup, en dehors du tunnel serpent, donc on attend quelques bougies supplémentaires. On voit que le stochastique et le RSI sont en train d'osciller autour de la zone de neutralité, donc c'est pas très clair, on serait plutôt parti pour faire du range, donc scénario avec la flèche du milieu. Oups, là je fais un peu vite du coup. Donc scénario avec la flèche du milieu, et puis à un moment donné, une direction semble se dessiner. On pourrait penser ici qu'on est en tendance baissière, mais non, le stochastique et le RSI remontent au-dessus. Clairement, on peut commencer à penser qu'on est en phase de range à ce stade-là. Oscillation de part et d'autre de la zone de neutralité, et la même chose pour le stochastique. On continue. On a à nouveau une cassure de cette espèce de tunnel. Donc à chaque fois, on se repose la question. Donc a priori, on est en train de sortir de range. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, ça ou ça. Donc on analyse encore. On voit que le RSI se rapproche de sa zone de neutralité, le stochastique fait pareil. Et là, ça va être intéressant. Parce que si on repart en dessous et que le stochastique fait la même chose, on est à peu près sûr de continuer notre range. Il faudra juste l'élargir un peu. En revanche, si on a un fort rebond du RSI au-dessus de sa zone de neutralité et que le stochastique fait la même chose, on sera certainement en train d'amorcer un tunnel haussier. Donc qu'est-ce qui se passe? On continue. C'est le scénario qui a l'air de se dessiner. On serait plutôt tendance haussière. Donc nous, avant d'entrer en position, qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'on a un tunnel qu'on a élargi un petit peu juste avant parce qu'il n'était pas complètement propre. Dès qu'on va casser ce tunnel-là, on va pouvoir penser qu'on est en marché qui sera tendance haussière et donc en train de sortir de cette phase de range. Effectivement, c'est ce qui se passe après. Le marché part directement en tendance haussière, donc on quitte le range et le RSI, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se maintient au-dessus de sa zone de neutralité. Le stochastique aussi, bon, il y a toujours des incursions, mais de manière globale, il reste au-dessus. Et donc, ce tunnel se dessine au fur et à mesure, comme ça, dans un premier temps. Après, on va l'adapter, on va peut-être le déplacer, parce qu'on n'est pas forcément correctement bien placé. Et on continue de suivre tout ce petit monde-là. Voilà, le RSI indique qu'on est toujours en train d'être en phase haussière. Donc, on va pouvoir redessiner au fur et à mesure le fameux tunnel, qui soit un petit peu plus parlant, comme ça. Et à un moment donné, effectivement, on casse ce tunnel-là. Donc à partir du moment où on casse toujours la même stratégie, qu'est-ce que peut faire le prix? Hop, hop, hop. Je regarde mes indicateurs pour voir comment ils évoluent. À ce stade-là, on est plutôt en mode range. Donc, ce range-là, dans notre formation, nous allons voir comment prendre les positions par la suite. Mais voilà, on a bien identifié que le marché est en range. Et quand est-ce qu'il sortira de ce range? Tout simplement lorsqu'il aura quitté le rectangle qu'on a défini, en sachant qu'on va quand même vérifier avec les indicateurs techniques que c'est pas juste un écart brutal. Il faut vraiment être sûr que ça soit une sortie. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je continue. Voilà, là, ça commence sérieusement à sortir du range. Donc, on commence à se méfier. On va étudier le prochain contact, rapprochement, puisqu'on évolue toujours en oscillation avec la zone de neutralité. Voilà, là, il ne s'est même pas rapproché, il est parti directement à la hausse. Donc, ça se laisse à penser qu'effectivement, que les questions qu'on se posait à ce stade, donc ici, à la cassure de ce tunnel, donc le scénario à nouveau se concrétisait et qu'on serait plutôt sur une phase haussière. Donc on regarde, on suit.
Effectivement, ça a l'air d'être le cas. On est reparti à la hausse. Quand est-ce qu'on va rester à la hausse? Eh bien, tant que le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité, on peut considérer qu'on est dans une tendance haussière. Donc là, c'est le cas. Et ici, ça commence à devenir un petit peu plus, on va dire, critique. Donc la hausse était assez brutale. Dans un premier temps, on aurait pu dessiner ça. Après, on aurait pu le dessiner un peu plus comme ça. Au fur et à mesure qu'on découvrait le trend. Hop. Et à un moment donné, surtout lorsque le RSI commence à casser sa zone de neutralité, on peut considérer qu'on sort de notre trend haussier. Et donc, on se repose la question, qu'est-ce qui va se passer? Et pour le savoir, on étudie bien sûr le prix, mais aussi les oscillations du RSI et du stochastique. Donc, qu'est-ce qui se passe? On avance doucement. On voit que les oscillations ont l'air de rester en dessous de la zone neutralité. On serait plutôt en tendance à partir en baisse, donc on continue de surveiller ça. Voilà, une baisse est bien en cours. On peut la tracer comme ça dans un premier temps. Si jamais en fait le RSI était reparti comme ça, et le stochastique aussi, là on aurait plutôt amorcé finalement un range. Et bien sûr, le range aurait été invalidé si après être revenu sur sa zone de neutralité, le RSI était reparti à la hausse. Maintenant là, il est clairement en train de repartir à la baisse, donc on est a priori en tendance baissière. Je continue comme ça. Hop, ici, on revient en haut d'un tunnel qu'on peut bien sûr affiner au fur et à mesure que le temps passe. Voilà. Et pour l'instant, les indicateurs sont clairs, on est toujours en tendance baissière. Donc là, c'est clairement un joli point d'entrée à la baisse. Donc on continue de suivre le mouvement. À un moment donné, le RSI se met à casser sa zone de neutralité. Donc il dit, ah, on se méfie. Ça veut dire que à partir d'ici, on est en train de changer de paradigme. Hop. Ou hop. Puisque le précédent tunnel, finalement, si on l'avait prolongé, aurait été également cassé. Quelque chose comme ça à peu près. Voilà. On aurait pu se dire à partir d'ici, tiens, c'est en train de changer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Même principe, je regarde mes indicateurs techniques au fil du temps. Oups. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ici, le RSI a l'air de rester au-dessus de sa zone de neutralité. Alors, si il repart vers le haut, on pourra considérer qu'on est en phase haussière potentielle. Si il repart vers le bas, ça sent effectivement le range. Donc, comment on fait? On continue de laisser le temps passer. Ici, a priori, on serait plutôt sur un scénario de range. Là, on n'en est plus sûr, puisque effectivement, tout le petit monde a l'air de se maintenir au-dessus de cette zone-là. Donc, on attend pour vraiment être sûr qu'il y a un nouveau retour sur la zone de neutralité. C'est là que tout va se décider. Si finalement le RSI repart vers le haut, eh bien, on sera en phase haussière. Si il se met à osciller, et le stochastique également de part et d'autre de la zone de neutralité, on est à nouveau en range. Et bien sûr, si après ça, le RSI donc casse sa zone de neutralité, fait un pullback dessus et repart vers le bas, on sera plutôt en amorçage de tendance baissière. Alors, qu'est-ce qui se passe là? A priori, on est parti sur du range. On va voir le comportement du RSI au niveau de sa zone de neutralité lorsqu'il va revenir sur les 50. Il repart vers le bas, donc là on est en train d'amorcer une tendance a priori, hop, baissière, quelque chose comme ça. Donc, on continue. Voilà, le RSI se maintient vraiment en dessous de sa zone de neutralité. Donc la tendance baissière se poursuit. On affine le tunnel au fur et à mesure. Et voilà, c'est comme ça qu'on suit vraiment un mouvement en le découvrant et non pas en analysant les graphiques a posteriori. Donc le dernier élément qui va nous permettre de nous y retrouver dans les notions de tendance ou de range, c'est les bougies Aiki-Nashi, auxquelles je rajoute la notion de pointage. On va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une représentation Aiki-Nashi? Moi, c'est pratiquement celle que j'utilise tout le temps. Voilà, c'est ce que vous avez à l'écran. Une bougie classique, comment ça se présente? On va l'afficher. Hop. Comme ça. Et bien en fait, on a 4 informations. Lorsque la bougie est verte, donc une bougie haussière, on a le prix d'ouverture ici, le prix et la clôture, le plus haut de la séance et le plus bas de la séance. Hop, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Ici, on a par exemple un prix qui ouvre ici, qui fait certainement une oscillation soit comme ça,
ou comme ça, c'est-à-dire qui commence plus haut, qui finit plus bas. On ne sait pas, mais on sait qu'il y a une oscillation parce qu'on voit des mèches. Donc là, le plus bas est ici. Il est en dessous du cours d'ouverture. Ça veut dire que si on avait acheté à ce moment-là, à un moment donné, on était perdant. Et ici, c'est le prix de clôture. Il ne correspond pas, le prix le plus haut, pardon, il ne correspond pas au prix de clôture. Ça veut dire qu'il y a eu un reflux entre le plus haut de la séance et le moment où c'est clôturé cette bougie. Donc, je vais matérialiser très rapidement. Hop. Voilà, les prix ouverture. On va dupliquer celle-là. Ouverture, clôture, plus haut, plus bas. Plus haut, plus bas, c'est pas forcément plus intéressant, mais je vais le tracer quand même. Hop, je recommence. Le plus haut et le plus bas. Et donc les bougies Aiki Nashi ne sont pas calculées de la même manière. Le prix d'ouverture d'une bougie Aiki Nashi, c'est la moyenne, enfin le milieu du corps de la bougie précédente. Donc là on ne le voit pas, donc je vais le représenter après. Le prix de clôture, ça correspond à la moyenne des 4 points là, que je viens de dessiner. Donc ça serait à peu près quelque chose comme ça, le prix de clôture. Donc on regarde, je passe en mode Aiki Nashi. Effectivement, le prix de clôture, c'est la moyenne des 4 valeurs qu'on a eu auparavant qui est ici. Le prix d'ouverture, c'est la moitié du corps de la bougie précédente. Donc c'est vraiment bien ici. En quoi c'est intéressant cette représentation? Eh bien ça indique en fait une variation par rapport au centre de gravité de la journée précédente. Si on considère que finalement le prix, ça correspond à une ligne de front entre, je sais pas, une guerre entre Allemands et Français, par exemple, si hop, on met ça, donc là c'est la ligne de démarcation de combat entre les Allemands et les Français, et bien en fait, on peut considérer que si la ligne est verte ici, ça veut dire que les Français, s'ils sont en dessous, ont avancé sur les Allemands, donc ont gagné du terrain. Et ici, les Allemands ont repris du terrain. Et donc, si je représente moi ma bougie Aiki Nashi, le fait que je sois au-dessus du cours précédent indique que j'ai eu une forte avancée ou une avancée des Français par rapport aux Allemands. Ça veut dire donc qu'on a une tendance favorable pour l'instant. Donc là, on va plutôt parler de français et allemand, on va plutôt parler d'acheteurs et vendeurs, c'est plus pro. On a une tendance ici sur cette bougie-là où les acheteurs sont en avant par rapport aux vendeurs qui se replient. Alors en quoi c'est intéressant? Eh bien, regardons une courbe classique. Je dézoome de manière à avoir des endroits où finalement on est en range et d'autres où on ne l'est pas. Vous trouvez vraiment que c'est clair ou qu'on est en train de faire de la hausse ici? Alors évidemment après ça l'éclaire, ça l'est, mais quand on regarde en temps réel, c'est pas évident. Ici, est-ce qu'on est en tendance haussière ou pas? On le voit avec les moyennes mobiles, mais juste avec si on s'amuse à cacher les moyennes mobiles, juste avec le prix, c'est pas si évident que ça. Alors que si j'appuie sur le bouton Aiki Nashi, la lumière s'allume. On voit que l'ensemble des bougies vertes, les mêmes couleurs, nous indiquent un mouvement beaucoup plus clair. Donc là, effectivement, la tendance est claire. Au moment où j'ai fait mes petites flèches, c'est clair, on était à la hausse. Et lorsque ça se met à clignoter, parce que là on a du rouge, du vert, du rouge, du vert, eh bien on peut considérer qu'on est en range. Donc un élément supplémentaire pour déterminer une tendance, si on est à la hausse, à la baisse, ou en train de faire du range. Par contre, ce qui peut manquer sur ce type d'information, justement, c'est le cours de clôture de la bougie. On a vu ici que le cours de clôture était là, la flèche qui est là, et pourtant la bougie nous indique finalement, d'un point de vue coup d'œil, a priori on serait en dessous. Il nous manque cette information de clôture réelle de la bougie pour savoir si on est dans une phase effectivement où on est vraiment à la bougie près, en train d'avancer vers l'ennemi, vers le haut, ou si on est en train finalement de stagner. C'est ce qui serait le cas par exemple si la bougie avait clôturé au sein du corps de cette bougie Aiki Nashi, parce que justement il nous manque cette information de savoir comment c'est fini la clôture. Les bougies Aiki Nashi, on a un intérêt finalement que quand elles sont associées les unes par rapport aux autres. On voit effectivement un trend ici. Maintenant, lorsqu'on arrive sur cette zone-là, qui est ici, on peut avoir des fausses cassures du range qui apparaît ici, et donc se positionner alors que ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi? Ben justement parce qu'il nous manque cette information, où est-ce que la bougie a clôturé. Donc pour faire ça, soit effectivement on s'amuse à passer d'un type de représentation à l'autre, comme ça, pas très pratique,
soit on rajoute une deuxième version du prix, donc là on fait un clic droit, on rajoute l'indicateur prix, on le fait apparaître là, et on le fait apparaître sous forme en fait, d'un point, tout simplement, à la clôture. Je fais apparaître le prix, je mets un point en taille assez grasse, et voilà, là je retrouve de l'information pertinente. Parce que je sais que, au-delà du fait qu'une tendance à la hausse est en train de se produire, eh bien le prix a vraiment clôturé sur cette bougie-là en dehors de ma zone de range. Donc la notion de bougie Aiki Nashi pointée, elle vient de là en fait. On a plusieurs types de bougies. En gros, il faut retenir, on va dire, 3 types de bougies intéressantes. Les bougies, elles sont regroupées sous forme bien sûr de 2 familles. Les bougies impulsives et les bougies d'hésitation. Qu'est-ce qu'une bougie d'hésitation? Une bougie d'hésitation Aiki Nashi, c'est une bougie qui va représenter soit quelque chose avec 2 mèches, soit quelque chose avec un point, donc le point de clôture, à l'intérieur du corps de la bougie. Ça, pour moi, c'est une bougie d'hésitation. Ça, c'est une bougie d'hésitation. Là, il y a 2 mèches, bougie d'hésitation. Et pourtant, le point est en sortie, du corps de la bougie, mais ça reste une bougie d'hésitation parce qu'il y a 2 mèches. Et tous les autres, ça va être des bougies d'impulsion, donc impulsion haussière ou impulsion baissière. Ici, on a une bougie d'impulsion baissière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une mèche, donc ça veut dire que le bougie a un fond plat. Il n'y a qu'une mèche et la clôture se trouve en dehors, et dans le bon sens bien sûr, de la bougie. Bougie impulsive baissière, bougie impulsive baissière, bougie d'hésitation, hésitation, 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 etc. Hésitation encore, hésitation, hop, bougie impulsive haussière. Pourquoi? Le point de clôture se trouve en dehors de la bougie, bien sûr, et on n'a qu'une seule mèche. Avec ces informations-là, on a tout de suite quelque chose d'intéressant, c'est qu'on sait à peu près à quel moment se produit la cassure en fait, d'une zone de range déterminée. Là, typiquement, on le voit ici, bon là on a effectivement une bougie verte qui indique effectivement qu'on est en train a priori de faire un momentum haussier. Alors, il faut avoir plusieurs bougies pour que ça marche, mais le fait d'avoir le point, donc le clôture qui se trouve en dehors de ce range nous indique effectivement que là c'est un bon point d'entrée. Alors en quoi c'est intéressant d'avoir ce concept de bougie pointée, c'est que ça va nous permettre de réagir beaucoup plus vite lorsqu'il y a un retournement. Si on considère par exemple, c'est pas vraiment le cas ici, mais on va l'orienter un petit peu, qu'on est en phase, on est quand même plus ou moins en phase de range, bon là c'est plutôt en phase baissière. L'avantage c'est qu'on va être capable de détecter rapidement un retournement sans attendre trop de confirmation, ce qui nous ferait sinon rejoindre l'autre côté du range et donc perdre l'intérêt de trader en range. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une bougie d'impulsion. Une autre d'impulsion. Ici, hésitation, hésitation. Donc là, on se dit, attention, si on a une bougie impulsive dans l'autre sens, ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre position. C'est le cas ici. Donc ici, typiquement, je me rentre en position à la baisse dès la clôture de cette bougie-là, donc à peu près au niveau du point, mais sur la bougie d'après. Donc ça me fait rentrer ici. Et je vais profiter un peu plus de ce mouvement-là. Alors que si j'avais attendu une confirmation plus importante, eh bien en fait j'aurais certainement pris mon cours d'entrée à la bougie d'après, ici, et là évidemment la marge de manœuvre était beaucoup moins importante. Donc c'est en ça que c'est intéressant, c'est que les bougies Aiki Nashi déjà nous permettent de rester les yeux sur le prix, puisqu'on va regarder que les bougies, sans forcément regarder toutes les indicateurs techniques qu'il y a à côté, lorsqu'il s'agit juste du moment d'entrée en position. Alors ça a l'air de rien pour l'instant, mais ça va être plus intéressant par la suite justement lorsqu'on va regarder plusieurs unités de temps, tout simplement parce que effectivement on sait que les prix représentent une fractale, et qu'une jambe de hausse en 15 minutes va correspondre soit à une petite oscillation, soit une autre jambe de hausse en horaire, et donc de proche en proche, je vais être capable finalement de remonter une tendance sur plusieurs unités de temps et de savoir vraiment où me positionner. Il faut donc juste connaître le contexte temporel avant d'intervenir. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc toujours sur le IDJPY, si j'ai repéré une zone de range à peu près ici, je suis en 1 heure là. Donc je vais le marquer avec des droites verticales pour me repérer. Donc si je voulais intervenir, on va dire ici, sur cette zone-là, comment ça serait passé? Et bien en fait, on va zoomer un peu. Ici on a une bougie impulsive haussière. Ici on a du yaourt. Et la première bougie impulsive baissière apparaît vraiment ici. Donc, ce qui nous fait un point d'entrée potentiel, là. Donc, je détecte à peu près le rebond sur ce range à peu près là. Donc, on voit ici que la marge de manœuvre, effectivement, pour rejoindre l'autre bord est relativement faible. Alors que si je passe en 15 minutes, voilà,
donc je suis entre les deux zones, ici, eh bien, en fait, on va intervenir beaucoup plus tôt, parce que là, la bougie impulsive est ici, ici, hésitation, hésitation, et là, on a une bougie impulsive. Donc, on va intervenir beaucoup plus tôt. On va pouvoir se mettre à la vente, ici, et gagner toute cette différence-là sur la hauteur totale du range. Donc c'est ça qui est important de voir dans la notion de fractal, c'est de voir qu'on détermine une tendance ou une absence de tendance sur l'unité de temps supérieure, et on intervient sur l'unité de temps inférieure, voire même encore inférieure, pour se positionner au meilleur moment. Donc les bougies Aiki-Nashi pointées en ce sens sont un outil vraiment intéressant pour intervenir très vite sans forcément attendre trop de confirmation. Après évidemment, comme chaque trade, on prend un risque, hein. Parfois ça peut ne pas marcher, mais au moins on a un signal clair, on attend une bougie impulsive dans l'autre sens pour prendre position. Voilà. Donc maintenant on va voir comment intervenir au sein d'un range avec tous les indicateurs et les outils que je viens de vous présenter.